Yaorana, Manaho et bienvenue dans Manava. Si je vous demande de citer le nom d'une personnalité publique de Polynésie, je suis prêt à parier que le nom de Henri Hiro est l'une des personnes qui vous viendra à l'esprit. Politique, culture, théâtre, poésie, histoire, Henri Hiro a impacté énormément de domaines. Qui était-il? Quels étaient ses combats? Quel est son héritage? Voyons tout cela avec nos invités. Hiti Hiti Hiro, la fille de Henri Hiro. Bonjour. Nous avons aussi Vahi Tuheyavarisho, directrice de la maison, présidente de la maison des études océaniennes. Yorana. Jean-Paul Baral, ex-membre du comité directeur du parti Yamanate Nuna et ami de Henri Hiro. Yorana. Et enfin, Toanui Salmon, professeur de lettres au collège Henri Hiro et travaille sur le Heivatorea sur Henri Hiro. Yorana. Hiti Hiti, qui de mieux que sa fille pour nous parler de l'homme qui était Henri Hiro? Comment est-ce que tu le définirais pour ceux et celles qui ne le connaissent pas? Qui de mieux? Il y a mieux, déjà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce qu'il faut savoir, c'est que mon père est décédé lorsque j'avais 6 ans. Donc, la mémoire est très restreinte par rapport du fait que j'étais très jeune. Donc, je ne peux témoigner que en faisant appel à mes souvenirs et à quelques épisodes durant lesquels j'ai vécu avec lui. Et que ce qu'on t'a raconté sur lui. Voilà, donc la plupart de ce que je sais est issu de témoignages et aussi des œuvres, des textes, des pièces de théâtre, enfin tout ce qui a pu être produit et diffusé. Vahi, comment est-ce que toi tu le définirais? Alors moi, j'ai pas plus le droit que quelqu'un d'autre de parler d'Henri Hiro, que j'ai connu personnellement à Strasbourg, alors qu'il était à Montpellier, et j'étais avec Touro à Strasbourg. Et donc parler d'Henri, pour moi, c'est quelqu'un j'ai dit le mot exceptionnel. C'est vraiment quelqu'un qui avait une force en lui, une personnalité. Je parle de l'homme qu'il était, sans parler de ses idées qui étaient très riches, très prégnantes et très actuelles aussi, parce qu'il était issu du peuple maori dont il savait la langue, il a maîtrisé et il avait un génie des mots. Il jouait avec les mots dans ses écrits et on le voit encore aujourd'hui. Non, c'est quelqu'un, on peut dire tout ce qu'on veut, mais Henri Hiro est un homme complet, à mon sens, et c'est un exemple pour le pays et c'est une chance. Jean-Paul, tu étais son ami, comment était-il au quotidien? Qu'est-ce qui l'animait? Quelles étaient ses ambitions? Écoutez, ses ambitions, elles étaient essentiellement... Rapproche-toi un petit peu dans ton micro, excuse-moi. Voilà, qu'on puisse bien t'entendre. Ses ambitions étaient essentiellement culturelles. C'était un homme de culture. Et à côté de ça, c'était aussi un homme qui était ancré dans la société. Donc, tous les problèmes évoqués dans la société, c'était aussi les siens. Je veux dire, il a été membre fondateur de Yamanate Nuna, ça c'est pour l'aspect politique, mais il a été président de Yorate Natura aussi, ça c'est pour le mouvement écologique. Il a été aussi membre du planning familial, donc nous avons fait des séances de planning familial jusqu'à Touboué. Et donc au final, il avait beaucoup de choses à dire et à défendre. On y reviendra un peu plus en détail au fur et à mesure de notre émission. Tout à fait. Toi, Noui, en tant qu'homme de lettres, quel regard portes-tu sur son impact dans la littérature polynésienne? Alors, c'est vrai que Henri Hiro a eu un impact considérable sur les écrivains polynésiens. On connaît souvent Henri Hiro comme une figure un peu militante sur le plan politique et on le connaît peut-être un petit peu moins sur le plan littéraire, alors que beaucoup d'écrivaines contemporaines, je pense en particulier à Chantal Spitz et Tita Wapeu, se revendiquent un peu de l'héritage que Henri Hiro a laissé. Et cet héritage transparaît dans leurs œuvres. Donc, à cet égard, Henri Hiro était une grande source d'inspiration pour les écrivains et les écrivaines contemporains. Parlant de cet héritage Hititi, quelles sont les valeurs que ton père incarnait et qui continuent à inspirer la population polynésienne aujourd'hui? Alors, la première valeur qui me vient, c'est évidemment la valeur identitaire, c'est-à-dire que voilà, c'était un fervent défenseur de sa propre identité, l'identité de son pays.
la fierté d'être ce que nous sommes. Et donc, toutes ces actions, en fait, allaient dans ce sens. Le fait toutes sortes d'actions qu'il faisait, c'était pour rendre de la valeur à l'identité polynésienne. Vahi, au-delà de l'homme, c'était quelqu'un qui avait de forts engagements politiques, on en parlait dans notre émission depuis le début de l'émission. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle de Henri Hiro dans l'histoire politique de la Polynésie française? Henri, c'est d'abord quelqu'un qui est unique en son genre et qui a grandi au milieu, on va dire, maori, et imprégné de toutes ces valeurs qu'il trouvait de la terre, de sa famille. C'est très important pour lui, la famille, en l'occurrence Titi et les enfants qu'il a eus avec sa famille. Et puis, son engagement politique s'explique par ce désir de s'engager pour son pays. Et dans le politique, il pense avoir trouvé un chemin pour se faire entendre, pour pouvoir s'exprimer et pouvoir aussi que ses idées soient captées par le peuple. Faut pas oublier qu'il est revenu à l'époque. C'était quelque chose de nouveau. Et donc, pour lui, l'engagement politique s'est situé auprès aussi de son engagement religieux. C'est quelqu'un de profondément croyant. Il avait foi en Dieu, mais on connaît moins cet aspect de Hiro. Du début de sa vie jusqu'à la fin de la vie, c'était un homme qui admirait son peuple par sa foi dans sa culture, dans son aspect maori, dans ses engagements sociaux, etc. Donc, l'engagement politique, pour lui, a été important, mais très vite, il s'est rendu compte que c'était pas le lieu où il pouvait le mieux s'exprimer. Et c'est pour ça qu'il est sorti de là. Il a été au Yamana. Ses collègues l'ont bien connu. Il a bien défendu ses idées par ses collègues. Il a été aussi dans le parti de Oscar, je crois. Hein? Et là, il a compris très rapidement que c'était pas là qu'il devait être. C'est pas qu'il reniait, hein, mais il avait autre chose à faire. Et cette autre chose l'appelait ailleurs dans la création. Alors avant qu'on rentre dans les détails sur ces autres choses, Jean-Paul, tu peux revenir sur la vie politique de Henri Hiro, quels ont été l'impact de ces combats? Pour moi, c'est un homme central. Par rapport à tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans la société polynésienne, c'est un homme qui rassemble toutes les contradictions et les difficultés du peuple maori actuellement. Et il a joué bien sûr un rôle politique important. Au départ, il faisait partie de notre petit groupe d'anciens étudiants en France, et donc de Montpellier surtout et de Toulouse. Et il s'est engagé donc à Yamana parce que c'était le seul parti qui était, comment dirais-je, fournisseur de progrès. Parce que c'était un homme de progrès. Parce que c'était pas du tout un nostalgique. Hein. C'était un homme de progrès. C'est-à-dire qu'il avait une conception de la vie et de la société qui n'était pas du tout celle que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce que dans ces combats, Hiti, être un Tatatiti, c'était un obstacle, un frein ou au contraire une force? Je pense pas que la question soit de savoir si c'était important d'être Tatatiti. L'important, en tout cas pour lui, et je pense que c'est ça, c'est que l'important c'est juste d'aller au bout de sa mission. Il avait une seule mission, c'était de défendre sa terre et de valoriser sa culture, son peuple. Voilà, au-delà d'être Tatatiti, quoi. C'était vraiment, voilà, il avait un cap à suivre et voilà, c'est tout ce qui importait. C'était d'arriver au bout de ce qu'il voulait mettre en œuvre. Vahi, comment Henri Hiro, pour compléter un petit peu, a contribué à la préservation, à la promotion de la langue, de la culture tahitienne? Alors, quand on parle de langue aujourd'hui, on voit l'enseignement, les programmes, etc. Henri Hiro, il était la langue lui-même. Il parlait cette langue, il diffusait cette langue, il s'exprimait il pensait dans cette langue, il réfléchissait, il créait dans sa langue. Donc, c'est quelqu'un qui est, je crois que j'ai dit le mot complet. Complet dans sa dimension d'être, je dirais, maori. Il a utilisé le terme maori
Parce que c'est eux, c'est lui et Touro qui ont revitalisé le parti aussi de Yamana, les termes comme Rauti, comme Mahe, comme Nuna, qui étaient un peu en déperdition, on savait pas trop ce que c'était. Et eux, c'est peut-être aussi le lent mouvement qui a été commencé par Madeleine Moua par la danse, mais eux, c'est au-delà de cette expression artistique qu'il a créée lui aussi, et cinéaste. Il voulait que les Mahe non pas chassent l'autre, au contraire, l'intègrent dans son monde. Il était ouvert à tout le monde. Quand il dit Hermetama'a, Hermetama'a, il a appris ça très jeune et il a pratiqué dans sa vie. Tout était ouvert chez lui, mais cette ouverture était accompagnée d'un véritable ancrage pour pouvoir en sortir quelque chose de positif pour la société. Et c'est ça que je retiens de lui. C'est quelqu'un qui peut être intransigeant, mais vraiment, mais pas dans le sens enfermement, mais il était là pour permettre à ce que les gens découvrent qui ils sont eux-mêmes. Cette découverte ne doit pas passer par autre chose que ce qu'il y a ici et pas ailleurs. Noémie, est-ce que c'est important pour vous d'avoir, pour vous et l'école, d'avoir le thème Henri Hiro au Heiwatoria? Oui, c'est important parce que, comme je le disais même précédemment, Henri Hiro a été une source d'inspiration pour de grandes figures intellectuelles et artistiques ici en Polynésie. Et ben, c'est important que les jeunes s'emparent aussi de cet intérêt culturel, artistique. Comment est-ce que vous abordez le thème de Henri Hiro avec vos élèves justement? Sous cet angle-là, justement, on a travaillé, donc on a commencé à lire dans toutes les classes le recueil de Henri Hiro. Et on a aussi travaillé sur les textes de Chantal Spitz et Tita Wape, textes dans lesquels justement elles insistaient sur l'inspiration que Henri Hiro a pu avoir pour eux. Et de ces textes-là est né notre spectacle de cette année qui s'intitule Oeto Oereo. Tu incarnes la parole que tu portes. Donc, on a essayé d'insister sur l'importance pour les jeunes de s'exprimer sur tous les sujets actuels. Oui, tu voulais réagir, oui, Jean-Paul. je voudrais dire aussi qu'il ne faut pas oublier l'envers de la médaille, c'est-à-dire que Henri Hiro était aussi un intellectuel francophile et c'est un des rares intellectuels ici en Polynésie qui maîtrisait les deux cultures à la perfection. Il faisait un discours en tahitien, tout le monde était baba. Oui. Et nous, on était admiratifs. Et c'est ce qui nous a fait rencontrer Henri. C'est qu'il nous montrait un visage d'un pays qu'on ne connaissait pas. Ouais. Et en même temps, il avait aussi, il a acquis avec sa licence de théologie, il a acquis les outils intellectuels de la pensée occidentale. Et avec ça, il a réussi à construire son monde, à construire sa société. C'est pour ça que le projet d'Henri Hiro, c'est un projet global. Alors, vous allez retrouver là-dedans la protection de la nature. Il a été président de l'association Yorat Natura. Les problèmes de société. Donc, il a participé au mouvement d'émancipation des femmes avec la contraception, etc. Donc, c'était un homme profondément ancré dans la société. Mais il avait donc eu l'occasion d'avoir des outils intellectuels qui lui ont permis de mettre tout ça dans un ensemble qui est un projet global de société. Titi, comment est-ce que tu ressens l'héritage de ton père aujourd'hui? Comment je le ressens? Aujourd'hui, je pense que cet héritage doit être partagé au plus grand nombre. C'est une fierté pour toi? Oui, absolument. Ça a beaucoup d'impact dans ta vie au quotidien ou est-ce qu'on te fait beaucoup de références justement sur Henri Hiro, sur ton père? Quand c'est d'actualité, oui. Et quand ça passe, on oublie. Mais oui, après, au-delà de tout ça, c'est vrai que l'œuvre est si grande que finalement,
notre intérêt, mon intérêt et aussi l'intérêt de tous, c'est de le partager le plus possible. Alors, il y a la Maison de la Culture, Tefari Tauhiti Nui, qui prévoit de relancer vers la fin d'année 2024 la pièce de théâtre Itae de Henri Hiro, elle-même une réadaptation de En pleine mer de Stavomir Mrozek. Pourquoi ces œuvres sont si importantes? Alors, si tu me permets, je vais remettre cette question dans le contexte parce que disons que le ministère de la Culture a souhaité célébrer le 80e anniversaire d'Henri Hiro en 2024 et la pièce de théâtre fait partie d'une des opérations pilotées par Tefari Tauhiti Nui, une parmi d'autres. Et donc, il a été choisi avec la participation de la famille, notamment ma maman, qui a fait le choix des projets à mettre en œuvre. Et elle a choisi donc cette pièce qui avait déjà été jouée en 2000 avec les acteurs de Tefari Tauhiti Nui qui avaient aussi joué à l'époque avec mon père dans cette pièce. Et donc, c'est pour cette raison qu'il a été choisi de prendre cette pièce qui est une adaptation, comme il peut y avoir eu des pièces de théâtre originales. Alors, on vient d'y répondre, mais Vahid, d'après toi, comment est-ce qu'on pourrait préserver la mémoire d'un si grand homme? Il faut d'abord se rendre compte qui il était, ce qu'il a fait, ce qu'il a voulu être et ce qu'il pensait. Je crois que la dimension de réflexion d'Henri Hiro est à tel point que on ne peut qu'hériter que cette pensée donne des fruits. Et les fruits sont nombreux. D'abord, les écrivaines, on a parlé de 2 personnes, mais aussi je pense à d'autres personnes qui ont été eux-mêmes des hommes de culture. Je pense à Jean-Marc Pombrun, je pense à John Mayer qui vient de partir il n'y a pas longtemps, et plein d'autres gens qui sont de l'héritage d'Henri Hiro. C'est dire à quel point sa dimension culturelle et sa dimension, je dirais, de pensée lointaine, vraiment loin à l'avenir, il est connu jusqu'en Nouvelle-Zélande, jusqu'à Hawaï. C'est dire à tel point il est en vibration avec d'autres Maori là où il se trouve en ce moment, parce que c'est un exemple, c'est une voix, VOIE, et c'est une voix, VOIX. Et c'est ça qui marque les gens, sa voix. On était frappés chaque fois qu'il prenait la parole. Tout le monde s'arrêtait, on regardait la télé. Dans ma famille, on me disait mais qu'est-ce qu'il est puissant, mais je suis pas d'accord avec lui, mais alors ce qu'il dit, ça nous touche. Toi, Nui, en tant qu'homme de lettres, quel regard tu as sur ses créations, sur ses textes? Qu'est-ce qu'il dit au final? Ou en tout cas, est-ce que tu as eu un texte important à tes yeux? Alors, je rejoins ce que disaient mes collègues. C'est vrai que on réduit peut-être un petit peu Henri Hiro à un défenseur de la culture. Et les messages, à mon sens, qu'il portait dans ses poèmes dépassent le simple cadre de la défense de la culture. Ce qu'il dit dans ses textes, je trouve que ce sont de belles réponses aux enjeux, aux problèmes climatiques, économiques qui se posent aujourd'hui, parce que Henri Hiro nous invite vraiment à avoir un autre rapport à la nature. Dans le premier texte de son recueil, c'est une interview, il me semble, où il dit quelque chose de très simple, c'est que la pêche, ça doit être un art de vivre et non pas une profession. Cette phrase-là, je pense qu'aujourd'hui, elle est encore d'actualité. Et même encore plus avec tout ce qui est industrialisation, oui, voilà, pêche de masse, justement, etc. Et il disait ça dans les années 70, dans les années 80. Donc, c'était vraiment un avant-gardiste, en fait. Et moi, à titre personnel, le poème qui m'a marqué, c'est le poème Si seulement, qui parle d'un pêcheur qui veut absolument se réapproprier sa culture, qui veut se réapproprier ses techniques de pêche, qui est de bonne volonté, en fait, hein, mais qui, à la fin du poème, se précipite au magasin pour acheter une boîte de conserve parce que c'est beaucoup plus simple et plus facile de se laisser emporter par la modernité plutôt que de se réapproprier ses traditions. Tout le monde est d'accord pour dire que les traditions c'est important, mais dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et Henri Hiro l'avait très bien compris, je pense, dans ce poème-là qui est un poème un peu ironique aussi sur le Polynésien qui essaye de se réapproprier ses traditions. Je pense, je parle sous le contrôle de Hitler.
Comment réagissent les enfants, par exemple le Hiva Taurea, comment réagissent les enfants à cette étude? Est-ce qu'ils posent des questions? Quelles sont ces questions? Comment ils réagissent? Du coup, enfin, ils ne connaissaient pas du tout hein, Henri Hiro, alors même que ce sont des élèves du collège Henri Hiro. Donc, notre projet pour le Heva Taurea avec mes collègues, je me permets de les citer, Mariana Tapo, Teiva Viaris et Bastien Allegri, c'était déjà de faire connaître à nos élèves qui était Henri Hiro et de lui rendre hommage, puisque l'année dernière, on a fêté les 20 ans du collège qui porte le nom Henri Hiro grâce à Jean-Paul qui est là. Et voilà, notre objectif déjà, c'était de faire connaître à ces élèves-là qui était ce poète. Jean-Paul, quel idéal retiens-tu de Henri Hiro? Henri Hiro, pour moi, c'était un modèle. C'était un modèle qu'on admirait. Et quand on disait tout à l'heure que dès qu'il ouvrait la bouche, tout le monde se taisait, c'est exactement cela. Il avait une puissance du verbe qui est quasiment biblique. Quasiment biblique. Et c'est comme ça qu'il s'est, comment dirais-je, fondu et qu'il a animé notre groupe d'anciens étudiants de Montpellier, qui a abouti donc à la création de Yamanaziruna, du planning familial, de toutes ces avancées de la société polynésienne. Donc, ce n'était pas du tout un passéiste, c'était un homme, mais il avait son idée de ce qui était une société. Et son idée a été forgée à la fois par sa culture théologique et à la fois par sa réflexion personnelle. Mais pour nous, c'était un modèle. Vahi, pour résumer, quels actes, quelles actions est-ce qu'on peut retenir avec le nom de Henri Hiro? Tellement de choses qu'il a faites. J'ai envie de dire, Henri, pour compléter le tableau, c'est une force. On n'a pas idée, une puissance telle que on pouvait pas aller contre. On était subjugué, on était, voilà. Bon, ça, c'est le côté positif. Maintenant, le côté, on dirait, on voit le bonhomme. Je l'ai côtoyé de près. Je l'ai vu au début quand il était étudiant. Je l'ai vu pratiquement vers la fin de sa vie. Et c'était toujours le même bonhomme, mais avec encore plus de conviction que dans sa vie, que les actions qu'il a commencé à faire ne devaient pas se terminer comme ça. Il avait un message à transmettre. Et ce message à transmettre, c'est à nous aujourd'hui, les fruits de cette génération et plus tard, de porter cette conscience qu'il avait. Il avait une conscience de quelque chose, il a porté très haut et une connaissance des choses qui viennent des gestes simples. On a parlé de pêcheurs, on a parlé aussi du port du pareo. C'était son habit, il est venu, il s'est débarrassé des pantalons, il s'est mis en pareo. Dans les films, on le voyait habillé en pareo. Pourquoi le pareo? Non pas parce que il était subjugué par le pareo. Pour dire au Maheu, c'est votre, comment on dit, costume de tous les jours. Pourquoi voulez-vous porter le costard? Pour faire écho à l'exposition qu'il y a eu au début du mois, Henri Hiro, fou ou visionnaire? Comment est-ce que tu répondras à cette question? Un visionnaire, c'est forcément quelque chose qui est fou au moment où il commence à faire quelque chose. En tout cas, oui, c'est un visionnaire. Iti, comment est-ce que tu réagis à ce titre rapidement? Fou ou visionnaire, ça peut être un peu vexant quand on entend fou à propos de son père. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'exposition a été réalisée par Tefari Tauhitinui dans l'établissement dans lequel je travaille. Donc, j'ai été impliquée dans la reconstitution de cette exposition qui est issue, je rappelle, de l'œuvre de Jean-Marc Pombrin, de l'ouvrage de Jean-Marc. En fait, cette question, on s'est posé la question avec mes collègues parce que en lisant tout ce qui avait été écrit par Jean-Marc, on a été guidés, on se demandait mais finalement, c'est ce qui ressort en fait du livre. Bien sûr que là j'entends Jean-Paul qui dit que pour lui c'est un modèle, ou bien Vahi qui disait que voilà il était voilà quelqu'un de charismatique, mais c'était aussi quelqu'un de gênant par son charisme et aussi par le fait que voilà il est la parole libre.
il était très gênant pour certaines personnes et personnalités à l'époque où il a vécu. Et donc, c'est pour ça que ce titre-là, Fou ou visionnaire, en fait, c'est ce qui nous a guidés dans la réalisation de cette exposition. Pour finir sur cette question, est-ce qu'il se doutait de son influence et de ses actes 34 ans après son envol? Il se posait pas la question. La seule, ce qui le motivait, c'était de dire ce qu'il avait à dire, de faire ce qu'il avait à faire. Et il se posait pas la question de savoir qu'est-ce qui allait se passer dans 30 ans. Il était pressé par le temps. Voilà, il lui restait peu de temps à réaliser tout ce qu'il souhaitait réaliser pour être en phase avec ses convictions, avec ses valeurs. Voilà. Il y aura beaucoup d'actions qui seront menées au cours de l'année 2024. On vous invite à aller sur le site de la Maison de la Culture, maisondelaculture.pf. Merci beaucoup à toutes et à tous pour ces contributions et cette discussion autour de Henri Hiro. Votre émission est disponible sur TNTV Replay. Tout de suite, votre VA, votre journal en tahitien. On se retrouve demain à 17h15. En attendant, bonne soirée sur TNTV. Maruru, itotato farerir a, trahoma, parhayana.